Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21e épisode de Morito, le podcast made by Come & Click qui rediscute le marketing à la performance autour d'un verre. Un deuxième épisode pour une deuxième saison qui sera placée sous le signe du guest. Et oui, cette année, Come & Click ira un peu plus à la rencontre de ses partenaires et clients pour discuter du marketing à la performance autour d'un bon Virgin Morito. Et au menu d'aujourd'hui, on accueille donc Damien Pereira, CEO de Sycentive, l'agence digitale angevine, pour répondre à la question « Peut-on enrichir son SEO grâce à l'email marketing ?» Vous connaissez la recette. Bienvenue chez Come & Click. Un Morito ? Sujet du jour, donc, peut-on enrichir son SEO grâce à l'email marketing ? Bonjour Damien, comment tu vas ? Bonjour Kenzo, bonjour à tous. Ça va très bien, j'espère que toute l'équipe Come & Click va bien aussi. Eh ben écoute, ça va de notre côté aussi, c'est la rentrée, un peu le rush, il y a beaucoup de projets qui se lancent, hein, comme on a pu le voir sur les réseaux avec le lancement de Trouve ton lead, mais c'est une bonne chose, mieux vaut ça que l'inverse, j'ai envie de dire. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous présenter, s'il te plaît, un petit peu ton agence, donc Sycentive ? Oui, bien sûr. Donc Sycentive, c'est une agence digitale que j'ai créée en 2018. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a deux modes de fonctionnement qu'on apprécie énormément. C'est à la fois un mode bâtisseur, où l'idée, c'est d'accompagner des entreprises qui veulent lancer un nouveau service ou un nouveau produit, principalement dans le digital. Donc, on va les accompagner sur l'aspect stratégie web, stratégie e-commerce, le développement web, le développement d'applications mobiles. Donc ça peut être pour des entreprises qui sont déjà existantes ou même quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'entrepreneuriat et qui aurait besoin de conseils de personnes qui ont de l'expérience dans le web. Et après on a un deuxième mode d'accompagnement qu'on appelle copilote. Sur des thématiques précises, on va coacher des entreprises. Ça peut être par exemple le SEO, le référencement naturel ou le e-commerce. Et là, l'idée, c'est vraiment d'amener les bonnes pratiques spécifiques à ce sujet-là auprès de l'entreprise, de son équipe, pour faire monter en compétence l'équipe et après pouvoir les amener encore plus loin. Et du coup, est-ce que tu peux raconter un petit peu à nos auditeurs comment est-ce qu'on s'est rencontrés, donc toi et moi, Come & Click et Sycentive, et pourquoi surtout ce sujet du jour est venu sur la table ? Oui, tout à fait. Donc là, je vous ai parlé justement de notre accompagnement copilote. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Come & Click était à la recherche d'un accompagnement sur sa stratégie SEO. Donc là, l'idée, ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'était vraiment un accompagnement sur les bonnes pratiques. Sur est-ce que techniquement toutes les bonnes pratiques SEO étaient mises en place sur le site. Donc pour ça, on a réalisé un audit qu'on a présenté à l'équipe de Come & Click et après l'objectif c'était aussi de les accompagner sur la montée en compétences sur le référencement naturel, donc en partageant toutes les bonnes pratiques avec un point régulier, un point mensuel où l'idée c'était de remonter des informations sur les performances du travail réalisé sur le site internet, que ce soit la rédaction d'articles, et au fur et à mesure on gardait toujours en tête cet objectif de faire monter en compétences l'équipe pour que celle-ci soit autonome sur un maximum de sujets et qu'une fois que l'équipe est autonome sur ces sujets-là, on puisse aller encore plus loin, aller chercher des pratiques plus précises, plus spécifiques, qui demandent un minimum de connaissances. Mais avec cette formation continue sur les bonnes pratiques, on est capable d'aller chercher ce type d'objectif, ce type d'action par la suite. Et en 6 mois, un accompagnement qui a, je dirais, plutôt bien porté ses fruits, du coup, parce que on a vu, nous, au sein du service marketing et communication, que en termes de positionnement, c'est plus la même chose que par rapport à septembre. Et ça, c'est aussi grâce à votre accompagnement. Donc, j'en profite pour faire encore un petit peu plus ta pub. Si vous voulez en savoir un petit peu plus et être accompagné par une bonne agence SEO sur Angers, n'hésitez pas à taper Sycentive sur Google. Je te propose qu'on passe directement au sujet du jour. Déjà, pour commencer, pour introduire un petit peu cette thématique, la grande question, c'est peut-on réellement alimenter sa stratégie SEO grâce à l'emailing ? Alors ça, c'est une très bonne question. Après, justement, il faut savoir ce qu'on entend par alimenter sa stratégie SEO. Pour moi, le point commun déjà entre l'emailing et la stratégie SEO, c'est que ça reste du marketing. Et le marketing, la grande partie du travail, c'est quand même de comprendre
comprendre les envies, les besoins, les intentions en fait de notre cible, de nos prospects, de nos clients, et de vraiment savoir qu'est-ce qu'on doit leur présenter, comment on doit aller les chercher pour leur donner envie de nous faire confiance et de travailler avec nous. Ça marche aussi bien en B2C qu'en B2B. Il faut voilà, pour moi, c'est vraiment un travail de marketing d'aller comprendre le prospect, comprendre le client pour savoir ce qu'on doit lui montrer pour l'attirer finalement. Bien sûr. Et donc, comment est-ce qu'on peut du coup utiliser l'emailing pour améliorer son référencement SEO? Je suppose qu'il y a plein de façons différentes de le faire. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes? Alors, déjà, ce qui est important pour moi en SEO, c'est qu'il y a une notion de popularité. Donc, on va parler de popularité sur son nom de domaine, et plus cette popularité va être importante, plus on a de chances d'être positionné dans les premiers résultats sur une recherche précise dans les moteurs de recherche. Ce qu'il faut savoir, c'est que la notion de popularité, finalement, c'est quel est le trafic organique ou quel est le trafic de manière générale qu'on arrive à obtenir sur son site internet. Plus on en a, plus on est populaire forcément. Après, il faut aussi que ce trafic-là soit de qualité. Donc ça, c'est un autre sujet, mais voilà. À partir du moment où on a du trafic, plus on en a, plus on est populaire. L'emailing, ce que ça va nous apporter justement sur cette notion de popularité, c'est qu'on va être capable de générer du trafic. Si on a un bon emailing qui amène du monde sur notre site internet, ça va nous permettre de générer du trafic sur le site internet, donc de développer la popularité. Et derrière, les actions SEO qu'on pourra avoir en parallèle de l'emailing seront renforcées par cette notion de popularité, par le fait qu'on ait du trafic sur le site internet. Après, ce qu'on peut faire justement pour mesurer l'impact de l'emailing et mesurer l'impact du SEO, c'est de pas hésiter à regarder par exemple sur Google Analytics dans les audiences et dans l'acquisition qu'on peut avoir de trafic, quelles sont les proportions des différentes sources, si c'est du trafic généré grâce à des emails, si c'est du trafic généré grâce aux recherches dans Google. Enfin, voilà, tout ça c'est quelque chose qu'il faut analyser pour comprendre est-ce qu'il y a un impact sur les deux ou non. Et ça, c'est très intéressant à faire au fur et à mesure qu'on met en place des actions. Et justement, sur sa partie analyse de trafic, Google Analytics, vraiment assez technique, si tu devais dégager un ou deux KPI essentiels à analyser, ce serait plutôt lesquels? Alors, ce qui va être très intéressant à regarder, aussi bien pour l'emailing que pour le SEO, ça va être le taux de rebond. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est justement, j'en parlais tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir du trafic, mais il faut que ce trafic soit de qualité. Et justement, le taux de rebond, c'est un bon indicateur sur ça. Le taux de rebond, qu'est-ce que c'est? C'est la proportion de personnes qui va atterrir sur une page de votre site internet et qui va en repartir directement, c'est-à-dire sans visiter d'autres pages de votre site internet. Donc, par exemple, si on a un emailing, on va faire atterrir des personnes sur notre site internet et que notre objectif, c'est de les emmener dans un tunnel de conversion avec plusieurs pages, et qu'on se rend compte que ces personnes-là repartent directement après être atterries sur la page d'atterrissage, donc avec un taux de rebond, par exemple, important, là, on va se rendre compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire que les personnes qu'on a amenées sur notre site internet ne sont pas intéressées par notre proposition. Alors, soit on a une différence entre ce qu'on a présenté dans l'email et ce qu'on présente sur le site internet. On n'a pas le même discours, ou on n'a pas finalement, on parle pas de la même chose, et dans ce cas-là, les personnes repartent. Soit ça peut être un bug technique aussi, c'est quelque chose qu'il faut monitorer et surveiller. Mais voilà, en tout cas, c'est une métrique qui est très importante, le taux de rebond. Et après, ce qu'on peut regarder aussi, c'est la durée des sessions, savoir combien de temps les personnes passent sur le site internet. Donc après, voilà, forcément, toutes ces KPI, on peut aussi les différencier selon les pages, selon les sources d'acquisition, selon le moment dans la journée. Enfin voilà, on a énormément d'informations à exploiter, mais déjà en s'intéressant à ces KPI, on peut déjà tirer de bonnes conclusions. Et justement, là tu me parles donc de la partie génération de trafic au niveau de l'impact SEO. Est-ce qu'il y a d'autres pans du SEO qui peuvent être impactés directement par l'emailing?
Alors oui, justement, on en parlait à l'instant avec le taux de rebond et la durée des sessions. C'est qu'il y a une notion, donc je vous ai parlé de popularité en SEO, ce qui est important pour progresser en termes de positionnement. L'autre point qui est important, c'est l'engagement sur le site internet. L'engagement, on va parler d'engagement quand la personne va durer de plus en plus de temps sur le site internet, donc des sessions plus longues. Est-ce que la personne va par exemple s'inscrire ou réaliser des actions sur notre site internet, que ce soit remplir un formulaire de contact, voilà, tout ce type d'éléments qui peuvent montrer un intérêt et un engagement du visiteur sur le site internet. Donc idem comme la popularité, plus l'engagement sur le site internet est important, plus on a de chances de progresser en SEO. Ce qu'il faut savoir par rapport à ça, ce qui peut être, enfin, c'est un non-dit, un peu un élément que personne oserait dire finalement. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les stats que Google va récupérer via Google Analytics, donc voilà, je pense que énormément de sites aujourd'hui utilisent cet outil-là de tracking sur son site internet. Mine de rien, ça permet à Google de récolter un certain nombre d'informations sur ce que les utilisateurs réalisent comme action sur le site internet. Et à partir de ces éléments-là, il est capable de détecter si un site est intéressant ou non aux yeux des visiteurs. Et donc derrière, s'il est capable de détecter ça, il est aussi capable de remonter un site qui serait plus pertinent qu'un autre dans les résultats de recherche. Voilà. Donc c'est vraiment une notion, c'est pas vraiment dit, mais quand on y réfléchit, on voit pas pourquoi Google se priverait d'améliorer la pertinence de ses résultats de recherche via ces informations qu'il collecte en continu sur le comportement des utilisateurs. Et du coup, moi, je pense un dernier point au niveau de l'impact SEO, ça va être au niveau de la répétition des points de contact et de la multiplication des canaux. Je suppose que ça aussi, ça peut avoir un impact intéressant. Oui, ce qu'il faut voir souvent en marketing et même en publicité, on va parler de répétition, de points de contact. Parce qu'on sait très bien aujourd'hui, pour qu'une marque soit imprégnée dans la mémoire de notre cible, il faut que voilà, on soit vu 1, 2, 3, 4 fois. En fait, il y a un certain nombre de répétitions nécessaires pour vraiment imprégner notre image dans la mémoire de notre cible. Et ça peut être justement intéressant d'avoir des points de contact sur des canaux différents. C'est-à-dire, il se peut très bien que quelqu'un qu'on va cibler avec un emailing nous aura déjà repéré en faisant des recherches sur Google, ou que cette personne-là aura vu une de nos publicités sur Facebook ou Instagram. Et voilà, on sait très bien que si la personne nous a déjà vu dans Google, nous a déjà vu sur Instagram, nous a déjà vu peut-être même dans la presse ou ailleurs, le jour où cette personne-là va recevoir un emailing de notre marque, on aura plus de chances d'être lu que quelqu'un qui viendrait plutôt qu'une marque qui viendrait de nulle part, qui serait inconnu de cette personne. Donc voilà, ça c'est vraiment un aspect. Il y a rien de nouveau par rapport au digital là-dessus. Hein, c'est quelque chose qui existe dans le marketing depuis très longtemps. Avant même le web. Et mine de rien, ce n'est pas forcément quelque chose qui est acquis par tout le monde, mais si on doit retenir une morale de cette petite séquence, c'est vraiment ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est quand même super important. Comme tu le dis, multiplier les points de contact, ça permet d'avoir un éventail de possibilités beaucoup plus large, de toucher plus de gens, de les toucher aussi plus de fois, et donc du coup, indirectement, d'améliorer son référencement SEO parce que il y a plus de points d'entrée possibles. Donc là, on vient un petit peu de faire le point sur l'impact de l'email marketing sur le SEO. Moi, j'ai envie de te poser une question à l'inverse. Est-ce que le SEO peut apporter directement à l'email marketing ? Alors oui, justement, on a parlé de popularité. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va avoir un bon positionnement SEO, on va avoir un nom de domaine qui est populaire. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en emailing, il y a une notion qui est très importante, et ça c'est pas, je pense pas que je l'apprends à CommentClick, puisqu'ils sont spécialisés sur ce sujet-là, c'est la délivrabilité. Ouais, on en a même fait un sujet de podcast l'année dernière durant la première saison et plusieurs sujets d'articles.
C'est ça, c'est vraiment un sujet, je pense aujourd'hui essentiel en emailing et cette délivrabilité, elle passe aussi par la réputation du nom de domaine et donc par sa popularité. Si aujourd'hui vous envoyez un emailing en tant que Sephora ou à côté vous envoyez un emailing en tant que mespetitsparfums.fr par exemple, bah, vous aurez pas la même chance d'atterrir dans la boîte de réception de vos destinataires parce que tout simplement Sephora bénéficie d'une popularité plus importante. Donc voilà, sur ça justement le SEO ça peut amener ça peut permettre d'améliorer la réputation de votre nom de domaine et derrière d'améliorer votre délivrabilité et donc de mieux performer dans vos emailing. Et donc du coup, moins de chances d'atterrir en spam. C'est ça, et ça c'est vraiment le cœur du sujet. C'est ça, c'est notre gros cheval de bataille au sein de chez Come & Click. Mais est-ce que tout ça, au final, ça a un impact qui est réellement significatif ? Est-ce que le pont entre les deux est vraiment si visible que ça ? Pour moi, oui. Parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on parle d'emailing, la délivrabilité, c'est vraiment... alors je saurais pas donner de chiffres, mais pour moi, on peut avoir le meilleur contenu du monde, mais s'il est pas lu, ça sert à rien. Donc, si le SEO peut amener cette réputation-là au nom de domaine et derrière obtenir une meilleure délivrabilité, pour moi, l'impact est très important. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que si on fait toutes les actions nécessaires pour avoir les bonnes pratiques SEO techniques et sémantiques sur son site internet, mais que derrière on génère pas de trafic parce que mine de rien le SEO c'est quelque chose qui prend du temps, il y a une certaine inertie, c'est-à-dire que les actions qu'on va réaliser aujourd'hui elles vont peut-être fructifier dans 3, 6 mois voire 1 an. C'est vraiment quelque chose qui prend du temps et sur ce point-là l'emailing va permettre d'accélérer les choses. Donc pour moi oui ça a un impact significatif et après juste pour revenir sur la notion de point de contact sur les canaux, donc c'est très intéressant forcément de travailler par exemple à la fois sur l'emailing et le SEO, mais il faut aussi faire attention à pas se disperser et à partir sur trop de sujets en même temps parce on peut avoir tendance à se dire ok faut que je sois visible sur les réseaux sociaux, faut que je sois visible en emailing, faut que je sois visible sur les moteurs de recherche. Mais souvent, ça peut être, mine de rien, c'est des sujets qui vont demander du temps, du budget, de l'énergie, et ça peut être compliqué de bien travailler sur tous ces canaux-là en même temps. Donc parfois, ok, il faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais si on va avoir à chaque fois des impacts si on va avoir des synergies entre les canaux et que ça impacte réellement les choses, il faut aussi savoir se concentrer sur peut-être 2-3 canaux, et puis après, une fois qu'on sait que ça fonctionne, qu'on a trouvé notre méthode dessus, on va pouvoir aller chercher d'autres sujets, tester, voilà. Il faut quand même se consolider une base au début et puis après aller travailler sur les autres. Donc bien au final, lorsque l'on est un annonceur, évaluer ses capacités en interne, parce que forcément lorsqu'on a une équipe marketing composée de 2 personnes versus une équipe de marketing composée de 10 personnes, on peut développer forcément moins de choses que l'autre équipe. Donc du coup effectivement, certes, ne pas mettre ses œufs dans le même panier, mais bien faire attention effectivement à ne pas faire l'inverse, à ne pas se disperser, il faut trouver un juste équilibre. C'est ça. Je te propose là, pour enchaîner sur ce podcast, qu'on rentre concrètement dans le vif du sujet. Là on a un peu survolé la thématique en disant globalement quels étaient les impacts d'un levier sur l'autre. Moi j'ai envie de te demander maintenant, est-ce que la stratégie de contenu, donc là on est vraiment dans de l'opérationnel, est-ce qu'elle est importante pour alimenter cette dynamique ? Alors ça, c'est une très bonne question. En termes de stratégie de contenu, ce qui va être important pour moi si on veut vraiment que le SEO apporte à l'emailing et inversement, c'est d'avoir, souvent ça peut être oublié, c'est d'avoir une ligne éditoriale et une charte graphique commune à ces 2 canaux-là. Ok, et là, du coup, Damien, ce que je te propose, c'est qu'on rentre un petit peu dans la partie opérationnelle. Là, on a survolé, entre guillemets, on a vu les grands principes théoriques du lien que peuvent avoir la stratégie SEO et la stratégie d'email marketing. Moi, j'ai envie de te demander maintenant, au niveau de la stratégie de contenu, est-ce qu'elle est vraiment importante ou non pour alimenter cette dynamique entre le SEO et l'email marketing ? Alors oui, c'est même très important parce que finalement, quand on va faire un emailing ou quand on va faire du contenu, par exemple, optimisé pour son SEO, il y a plusieurs points qu'il va falloir vraiment surveiller, notamment tout ce qui va être ligne éditoriale et charte graphique.
Souvent, quand on va vouloir travailler sur plusieurs canaux, on peut faire appel à des prestataires extérieurs. Par exemple, on va travailler avec une agence comme CommonClick spécialisée dans l'emailing pour toute la partie emailing d'acquisition. Et peut-être d'un autre côté, on va travailler avec une autre agence pour son référencement naturel et donc la création de contenu sur son site internet. Ce qu'il faut voir, c'est que si on a une ligne éditoriale qui est différente entre ces deux canaux, on peut se retrouver avec des différences de tonalité, de vocabulaire, de choses comme ça. Et derrière, quelqu'un qui recevra un emailing, lorsqu'il va atterrir sur votre site internet, il peut se retrouver perdu parce qu'il y a cette incohérence entre les deux. Pareil, sur la charte graphique, il faut faire attention à ce que dans l'emailing et sur le site internet, on retrouve bien les mêmes codes en quelque sorte, logo, typographie, si possible, parce que dans l'emailing, c'est pas forcément toujours évident. Mais tout ce qui va être code couleur, etc., c'est super important pour que voilà, la personne ne se retrouve pas perdue. Si dans votre emailing, vous mettez, je sais pas, des zones sur fond bleu, et puis qu'une fois que la personne arrive sur votre site internet, c'est sur fond rouge, là, la personne va se poser des questions, elle va dire, est-ce que je suis sur le bon site? Enfin, ça me paraît bizarre. Et cette différence-là va avoir un impact sur vos performances, c'est évident. Donc ça, c'est très important de garder cette cohérence. Et voilà, comme je le disais, souvent quand on travaille avec des prestataires différents, on peut un peu laisser chaque prestataire faire son travail de son côté et donc ne plus avoir cette cohérence entre les deux. Donc c'est important d'avoir quelqu'un en interne qui va veiller sur ce respect-là de la charte graphique et de la ligne éditoriale. Très important. Et donc là, tu viens de me parler de la partie contenu marketing. À l'inverse, est-ce que la partie technique est importante aussi dans sa stratégie de contenu? Alors oui. Quand on va parler de technique, je pense que c'est ce que tu entends aussi par ça, c'est toutes les bonnes pratiques, par exemple de tracking qu'on peut mettre en place dans ces emailing et en SEO. Notamment, oui. C'est ça. Donc, ça peut être par exemple les paramètres UTM qu'on va mettre sur les liens traqués dans ces emails, ou même les paramètres UTM qu'on pourrait mettre sur des liens qu'on va partager sur d'autres canaux d'acquisition. Donc ça, c'est important. Pour ceux qui verraient pas ce que sont les paramètres UTM, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des paramètres qu'on va mettre dans les URL qu'on va partager. Et dedans, on peut préciser, par exemple, quelle est la campagne marketing, quel est le contenu qu'on a comment dire ancré, enfin quel contenu qui a servi à l'encre pour le lien. Donc là, c'est pour par exemple, je sais pas, si on met un bouton dans son email, on va pouvoir dire que le paramètre contenu, ça va être le bouton placé en haut, des choses comme ça. Et toutes ces informations-là vont monter dans les outils de tracking comme Google Analytics. Et derrière, on va pouvoir identifier quel est le trafic qui est venu de telle campagne, sur quel bouton la personne avait cliqué, etc. Donc ça permet de vraiment monitorer et de comprendre ce qui s'est passé et d'avoir des stats là-dessus. Donc ça, c'est important si on veut derrière exploiter au maximum les résultats de ses emails et de son contenu SEO. Ok. Donc là, on va faire le point global sur la partie stratégie de contenu pour l'email marketing. Je pense qu'il est quand même important de faire une différence. Alors on le rappelle énormément à chacun de nos podcasts, mais là je pense que c'est d'autant plus intéressant de faire la différence entre l'emailing de fidélisation et l'emailing d'acquisition. Donc très rapidement, pour les auditeurs qui nous écoutent, l'emailing de fidélisation, qu'est-ce que c'est? Et ben très concrètement, c'est envoyer des campagnes emailing à des personnes qui nous connaissent déjà et qui sont déjà dans notre base de données. Donc ça peut être des personnes qui ont déjà acheté nos produits, ou qui sont inscrits à notre newsletter. À l'inverse, l'emailing d'acquisition, c'est envoyer des campagnes d'email à des personnes qui ne nous connaissent pas, donc via des bases de données externes ou alors qui nous appartiennent. C'est pour ça qu'on parle vraiment ici d'acquisition. Donc pourquoi j'insiste là-dessus, c'est aussi parce qu'on en parlait en off, Damien, il y a une différence à faire entre la fidélisation et l'acquisition au niveau des ponts qui peuvent y avoir entre le SEO et l'email marketing. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors justement, tu parlais là tout de suite du format d'email qu'on appelle newsletter. Donc ça, c'est vraiment l'objectif, c'est d'envoyer régulièrement à une fréquence bien précise des informations à des personnes qui nous connaissent déjà. Donc à une base d'emails qu'on va avoir de clients, peut-être de personnes qui sont intéressées par nos thématiques, donc d'abonnés, des choses comme ça. Ce qu'on peut faire justement avec la newsletter et le SEO, le pont qu'on peut faire entre les deux, c'est que souvent en SEO, on va peut-être créer des articles de blog.
Donc là, on va créer des articles, on va essayer de créer des articles qui répondent à des intentions qu'on a identifiées dans notre travail de veille marketing en quelque sorte. Ces contenus-là, ils peuvent aussi intéresser des gens qui sont déjà abonnés à notre newsletter. Et donc, ça peut être intéressant de prendre des contenus qu'on a créés pour notre stratégie SEO et de les exploiter pour la newsletter et donc de les repartager à ce moment-là. En plus de ça, ça permet de générer du trafic vers les articles qu'on a créés. Et donc là, on revient sur la notion qu'on a vue au cours du podcast, qui est la popularité, la génération de trafic, qui va permettre de mettre l'accent sur le contenu qu'on a créé, de développer la notoriété du contenu qu'on a créé. Donc voilà, ça c'est un premier pont qu'on peut faire entre la fidélisation et le SEO. Et c'est vraiment réutiliser des contenus qu'on crée en SEO pour les emailing qu'on envoie. En plus de ça, par exemple, ça permet de montrer notre légitimité sur certains sujets. Hein. Si on est en B2B, quelqu'un qui est abonné à notre newsletter, si on lui montre qu'on connaît d'autres thématiques ou qu'on a créé des contenus très précis ou très pédagogiques très pointus même sur des sujets, on va lui montrer que peut-être son besoin finalement il devrait nous l'adresser parce qu'on a les compétences techniques, on a l'expertise et on va pouvoir l'aider là-dessus. Donc ça c'est un très bon outil et ça permet on fait le travail une fois finalement pour 2 canaux, donc c'est plutôt pas mal. Et sur la partie acquisition, du coup? Alors là, même chose, hein, ce que je pourrais recommander par exemple, c'est si on fait un emailing d'acquisition, ça peut être intéressant aussi de montrer qu'on connaît bien le sujet. Donc là, on peut partager peut-être des guides pratiques ou des comparatifs par exemple, imaginons, si on prend quelque chose je pense qu'il faut prendre un cas très précis pour que ce soit compréhensible. Imaginons qu'on propose de l'isolation à 1 €, donc on va faire un emailing d'acquisition, on va proposer peut-être un devis ou quelque chose comme ça. Si dans cet email-là, on montre qu'on parle de l'isolation, quelle est la meilleure isolation à mettre en place en 2021 par exemple, ça, imaginons que c'est un contenu qu'on a créé sur son site internet, si on le lit ou on met un extrait de ce contenu-là dans l'emailing d'acquisition, on va montrer qu'on connaît bien le sujet. Donc là, au moins là-dessus, on part pas de zéro, on a une certaine légitimité, c'est pas un email qui vient de nulle part. C'est vraiment un email qui vient de quelqu'un qui connaît le sujet et qui va réussir à conseiller le prospect pour le convertir du mieux possible. Alors attention avec cet exemple de l'emailing à 1 € parce qu'on le sait maintenant depuis quelques semaines, quelques mois, il est interdit maintenant au niveau de la loi de faire des campagnes marketing pour promouvoir cette aide de l'État. Mais on a bien compris, c'était pour l'exemple, pour que ça puisse parler à tout le monde. Avant-dernière question. Donc là, on vient de parler des bonnes pratiques, donc en emailing qui peuvent avoir un impact sur le parcours client sur le site. À l'inverse, est-ce qu'il y a des mauvaises pratiques autour de sa stratégie emailing qui peuvent avoir un impact du coup négatif sur le parcours client sur le site? Alors oui, ça on en parlait tout à l'heure de délivrabilité par exemple. Enfin, moi je tilte tout de suite sur ça. Si on va dire on bombarde entre guillemets d'emails des personnes qui sont pas du tout pertinentes pour nous, que ces personnes nous déclarent en spam. Enfin voilà, si on fait vraiment un travail un peu à l'arrache, si on veut dire, si on fait ça vraiment en mode forceur même, on va se retrouver déclaré en spam par les personnes qui nous reçoivent parce que c'est pas du tout pertinent pour elles. Derrière, c'est la réputation du nom de domaine qui va être dégradée. Et cet impact-là, vous l'aurez sur vos emails parce que vos emails seront peut-être pas délivrés dans les boîtes de réception, mais ça sera aussi ça impactera aussi votre stratégie SEO. Parce que si votre nom de domaine, par exemple, imaginons que tout le monde vous déclare en spam dans sa boîte Gmail, Google va savoir que vous êtes votre nom de domaine n'est pas très pertinent, et derrière en SEO, c'est possible que vos positions soient dégradées et que vous ayez plus de mal à vous positionner dans les premières positions parce que vous avez fait ce genre d'action. Donc c'est vraiment, il faut vraiment prendre en compte que oui, ça peut avoir un impact positif quand les deux sont bien faits, mais ça peut aussi avoir un impact négatif si on fait les choses
un peu voilà dans la mauvaise direction si on prend pas les bonnes si on met pas en place les bonnes pratiques, on fait les choses un peu Correctement, dans les règles de l'art. voilà, c'est ça. Il faut respecter les règles de l'art pour qu'on réussisse correctement. Et ce qui peut être, je pense, d'autant plus dangereux pour les sites e-commerce, parce que si la réputation globale du nom de domaine est impactée, bah, c'est-à-dire que potentiellement, c'est aussi les emails transactionnels qui atterrissent dans les spams. Et là, en termes d'abandon de panier, les chiffres risquent de grimper. C'est ça. Et puis même en termes de service client, on peut se retrouver. Imaginons que tous vos clients ne reçoivent plus l'email de confirmation de commande, ou que même 40% ne reçoivent plus l'email de confirmation de commande. Derrière, c'est des personnes qui vont appeler votre service client pour vous dire allô, j'ai pas reçu mon email de confirmation, est-ce que ma commande est bien passée? La personne va devoir rechercher la commande. Enfin, vous imaginez si 40% de vos clients vous rappellent sur le numéro du service client, vous envoie un email pour savoir où en est la commande. Là, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc oui, il faut faire attention à tous ces points-là. C'est voilà. En résumé, on peut il y a des synergies qui peuvent être positives, mais derrière, si on fait des choses un peu de travers, on peut avoir aussi des impacts entre les différents canaux. Et là, faut faire là-dessus, ça peut être très dommageable. Donc, faut faire attention. À double tranchant. C'est ça. Et pardon, tu voulais dire? Non, pas de souci. Faut être prudent sur ça. Faut être prudent. Faut y aller étape par étape plutôt que de vouloir peut-être parfois aller trop vite et faire un peu les choses précipitamment. Et justement, alors là, tu viens de me donner une perche pour aborder la dernière question de ce podcast, qui est y aller étape par étape. Quand on dit ça, moi, je pense forcément au A/B testing. Est-ce que ça peut être intéressant dans le cadre de sa stratégie email et SEO? Alors justement, moi quand j'entends A/B testing, j'entends aussi donc étape par étape, mais j'entends aussi test and learn. Et on est tous d'accord qu'en marketing, rien n'est acquis, rien n'est vérité absolue. On peut pas savoir exactement. Enfin voilà, souvent on fait des hypothèses, et ces hypothèses-là, il faut les tester. Et peut-être que en emailing, l'objet de l'email, il faut savoir est-ce qu'il faut prendre la version A ou la version B? Ça, on peut pas le savoir avant d'avoir testé. Donc c'est là qu'un peut intervenir l'A/B testing. Donc on peut le faire en emailing, on peut le faire aussi en SEO, c'est-à-dire peut-être faire des versions différentes d'un contenu, peut-être même sur sa page avoir des versions différentes d'un bouton, d'un call to action, avoir des versions différentes de son formulaire d'abonnement à newsletter, de son formulaire de contact, formulaire de devis. Enfin voilà, tout ça on peut tester différentes versions et voir ce qui peut mieux performer qu'une autre version. Ouais. Et je suppose qu'on peut aussi A/B tester le contenu en lui-même plutôt que les différents éléments type call to action. Je pense par exemple, tu t'en parlais tout à l'heure justement, du fait que sur des emails d'acquisition, ça peut être intéressant parfois de faire valoir son expertise en mettant en avant des incentives clés, des éléments clés vraiment qui montrent que moi, annonceur, je suis expert dans ce domaine. Ça peut être intéressant aussi de tester une version A, une version B de ce texte, peut-être que ce soit en termes de wording ou même en termes de thématique. Peut-être il va être intéressant de mettre en avant plus une chose ou une autre. Voilà, je pense que l'A/B testing ne se limite pas aussi au call to action ou alors tout simplement à la couleur du mail. C'est ça, tout à fait. Par exemple, si on prend un exemple, imaginons en B2B. En B2B, on sait ce qui fonctionne bien, c'est des cas clients. Par exemple, on peut montrer les références qu'on a. Imaginons, je suis une agence digitale. Dans mon emailing de prospection, je peux peut-être dire, voilà, on a travaillé avec tel site e-commerce, telle marque, etc. Et puis on peut avoir un autre axe où là on va dire, voilà, on est expert sur le sujet, on est expert sur l'e-commerce, expert sur le SEO. Et donc on peut peut-être faire une version A où on va mettre en avant des cas clients et une version B où on va mettre en avant plutôt des articles de fond sur l'expertise qu'on va avoir. Et après on peut très bien, voilà, comme tu le disais Kenzo, faire une version A, on va mettre en avant plutôt un contenu qu'un autre.
voilà, c'est des choses qu'il faut tester et qu'il faut surtout quand on va tester, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer les performances, hein, toujours, pour pouvoir comparer, les résultats des différentes versions entre elles. Mais après, on sait aussi quand on a A/B testing, ce qu'il faut faire attention, c'est vraiment de tester élément par élément et pas faire des versions A et B qui sont complètement différentes, hein. Donc là, par exemple, si on prend l'email, on va vraiment tester, imaginons un bandeau, on parle cas client, un bandeau, on parle expertise. On va vraiment tester que ça, on va pas aller changer un bouton plus, enfin voilà. On va vraiment, faut être très ciblé si on veut pouvoir faire des comparaisons aussi. Ce qui est au final juste une question de logique, parce que si on modifie 2 éléments, il est impossible de savoir lequel a un impact. C'est ça, exactement. Et pour enchaîner, je pense même, alors dis-moi ce que t'en penses de ce côté-là, je pense même qu'on peut A/B tester les pages d'atterrissage de nos campagnes d'emailing et voir lesquelles fonctionnent mieux pour optimiser le parcours client. T'en penses quoi toi de ça? C'est ça. Pareil, en fait, l'A/B testing, on peut le faire dans l'email. Aujourd'hui, je sais que les outils d'emailing, et ça tu pourras me le confirmer, permettent de faire de l'A/B testing, mais on a aussi des outils directement sur le site internet qui nous permettent de faire des A/B testing de couleurs, de texte, de wording, de call to action. Et ça, oui, c'est intéressant de le faire à la fois dans l'emailing et le faire à la fois aussi sur la page d'atterrissage. Et même chose, c'est que si on veut faire ça, par contre, il faudra bien faire attention à avoir des stats précis sur vraiment l'email et d'un autre côté la page d'atterrissage. Il faut pas prendre l'ensemble faut pas prendre l'ensemble emailing plus page, mais bien différencier les stats entre les deux pour pouvoir faire des comparaisons. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On a bien parlé, hein. C'est un beau podcast. Merci à toi, encore une fois, d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que tu as un petit mot, peut-être, pour la fin? Moi, je voulais dire merci à Kenzo et à Comment Click pour votre accueil. C'était un plaisir de revenir ici après notre collaboration sur votre stratégie SEO et de voir Comment Click grandir aussi avec toujours plus de belles marques qui vous font confiance. Donc ça, c'était un plaisir de revenir et j'espère que les auditeurs de ce podcast-là apprendront plein de choses avec cet épisode. Et j'en doute pas que les prochains épisodes leur permettront aussi d'apprendre énormément. Et ben écoute, on attend tes retours aussi pour nos prochains épisodes. Merci en tout cas pour tout ce que tu viens de nous dire. Ça nous fait énormément plaisir. Et ben écoutez, chers auditeurs, moi je vous dis donc rendez-vous pour le prochain épisode, qui sera l'épisode 3, qui sortira le mois prochain. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différents réseaux, donc Facebook, LinkedIn, YouTube, MySpace. C'est faux pour MySpace, mais à tous les autres réseaux. Et je vous dis bonne rentrée, et d'ici là, à très vite.